répondre le modèle de démocratie que les citoyens veulent, quand on regarde ce chiffre-là, il n'existe pas. En fait, il y a une division de la population quant à ce qu'on souhaite comme démocratie. Si on part maintenant vers la Belgique, mes collègues de l'UC Louvain, Vincent Jacquet, Benjamin Billard et Lino Rochon, avec Didier Caluer de la BFB, ont essayé de faire ce même exercice en 2014 en proposant différents modèles de démocratie, un modèle basé essentiellement sur la démocratie directe, un modèle technocratique, un modèle basé essentiellement sur la démocratie délibérative, un modèle basé essentiellement sur la démocratie représentative telle qu'on la connaît, et un modèle où le pouvoir serait confié à des hommes et femmes d'affaires qui auraient réussi. Ça pourrait arriver d'avoir un président qui a d'abord réussi dans les affaires et qui après entre en politique. Certains pays nous l'ont montré. Donc ils ont demandé de déclarer l'accord par rapport à ce modèle-là. On voit un fort soutien à la démocratie directe. Et on voit aussi un taux de soutien à la technocratie qui est important. On voit que la démocratie délibérative aussi trouve un soutien. Et enfin, les démocrates représentatifs, ceux qui continuent de vouloir un système où d'abord c'est l'élection qui décide, où d'abord ce sont les élus qui agissent, ils sont toujours fort présents. Et donc, cette idée finalement d'un éclatement des modèles se vérifie en 2015 en Belgique. Plus récemment, en 2019, on a demandé un échantillon de citoyens belges de dire s'ils étaient en faveur d'une série de réformes, des réformes qui visent à réduire les prérogatives des élus, qui visent à introduire des experts dans le processus décisionnel, à introduire le référendum et à introduire les assemblées tirées au sort. Et on voit que le taux de soutien est extrêmement élevé pour toutes ces réformes. Et donc il n'y a pas un modèle qui prévaut. On a, par exemple, 75% de citoyens qui veulent des assemblées tirées au sort, 71% qui veulent des référendums décisionnels et 69% qui veulent des gouvernements composés partiellement d'experts. Donc on voit émerger plusieurs modèles qui semblent cohabiter. Et ces modèles, ils ne sont pas totalement impériaux, comme je l'ai dit. Et c'est ce qu'on a fait récemment avec une série de collègues. On a mené une enquête auprès d'un échantillon de 4000 Belges, où on a essayé justement de voir quels acteurs étaient évalués comme étant les plus compétents, les plus honnêtes, les plus compétents et ayant le plus d'empathie pour mener la politique en Belgique. Et les trois acteurs que les citoyens devaient évaluer, c'était les élus, les citoyens eux-mêmes et les experts. Et en faisant cette analyse, en fait, on voit émerger des profils qui, pour certains, sont des profils assez purs. Le profil participatif, par exemple. Je n'ai confiance que dans les citoyens, je n'ai pas confiance dans les élus, je n'ai pas confiance dans les experts. Le profil représentatif. J'ai confiance dans les élus, pas une confiance aveugle, j'ai confiance dans les élus, mais surtout, je ne trouve pas qu'associer les citoyens, ce soit bon. En particulier, la question de l'expertise citoyenne est questionnée par ces répondants. Et je ne trouve pas non plus que les experts soient des acteurs compétents pour gouverner. On a des modèles purs, mais on a surtout des modèles hybrides. Le groupe principal, qui compose 34% de notre échantillon, c'est un groupe qui, en fait, voudrait un modèle qui ait un rôle pour les élus, un rôle pour les citoyens, un rôle pour les experts. On a aussi ceux qu'on a appelés les délégatifs, qui souhaitent un modèle de démocratie où on confie l'essentiel de la décision aux élus et aux experts. On ne demande pas trop aux citoyens d'intervenir, parce qu'on n'a pas confiance dans la compétence des citoyens, mais par contre, on trouverait bien de combiner élus et experts. Ou on a le modèle de l'anti-élu, je ne suis pas très d'accord avec les mais enfin, un groupe de 13% de citoyens qui n'aiment plus du tout les responsables politiques et qui voudraient un modèle qui combine l'intervention des citoyens et l'intervention des experts. De façon intéressante, on a aussi un groupe de 20% qu'on a appelé les apathiques ou les insatisfaits structurels qui n'ont confiance dans aucun des trois acteurs. Donc eux, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. C'est juste qu'ils disent, c'est pas une bonne idée d'avoir une démocratie basée sur des élus, c'est pas une bonne idée de donner plus de pouvoir aux citoyens, c'est pas une bonne idée non plus de donner du pouvoir aux experts. Eux, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. Mais ce travail confirme bien que, sans doute, il faut moins s'intéresser, enfin, en tout cas, il ne faut pas moins s'intéresser, il ne faut pas résumer le débat à un bloc de démocrates furtifs qui voudraient une démocratie avec des technocrates et des experts, un bloc de démocrates participatifs qui voudraient que tout se décide via des assemblées citoyennes et des référendums, et un bloc
le citoyen qui aime le modèle représentatif. Ce qui semble être un potentiel pour refonder la démocratie en Belgique, c'est un système qui essaierait de faire travailler ensemble ces différents types d'acteurs. Et d'ailleurs, on retrouve, quand on essaye de voir ce que ces différents groupes soutiennent, notre fameux démocrate hybride, il est pour le référendum, il est pour le tirage au sort, il est pour le gouvernement d'extrême. Nos fameux délégatifs, qui n'aiment pas trop les citoyens, ils n'ont pas un grand point de vue, ils n'aiment pas trop le référendum, ils aiment bien le gouvernement d'extrême, mais même le tirage au sort, ils peuvent être ouverts. Ce qui semble, c'est qu'ils n'aiment pas le référendum où vous devez juste confier à l'ensemble de la population de dire oui ou non à une mesure. Et c'est vrai que, quand on voit certains référendums, on peut comprendre. Si vous suivez la politique de loin et que vous résumez le référendum pour le Brexit, je ne vous dis pas que c'est le meilleur outil pour faire de la politique. L'anti-élu dont on parlait, celui qui n'aime pas du tout les élus, il est prêt à soutenir des réformes participatives, référendum, tirage au sort, mais d'y combiner un gouvernement d'extrême. Et donc, ce qu'il faut essayer de réfléchir, c'est d'abord un modèle intégrant de la participation citoyenne, de l'expertise indépendante. Ça semble être ce qu'une majorité de citoyens souhaitent. Il faut sans doute penser ces voies comme étant connues. Mais il convient quand même de faire attention aux éléments suivants. 1. Pour 59% des citoyens interrogés, les élus doivent garder un rôle. Ils doivent garder un rôle central. Ce n'est pas un modèle, il n'y a pas de soutien majoritaire à un modèle qui mettrait complètement les élus de côté. Deuxième élément, quoi qu'on fasse, il y aura des insatisfaits. Il y a des insatisfaits qui trouveront que vous prenez la mauvaise voie. Si on opte pour une démocratie qui accroît le rôle des citoyens, ceux qui soutiennent un modèle représentatif pur seront mécontents, mais ceux qui soutiennent un modèle basé sur les experts seront aussi mécontents. Ce n'est pas une situation de blocage, c'est-à-dire on n'est pas face à un groupe qui pourrait bloquer un modèle combinant participation citoyenne, expertise et élus, mais quand même, on aura l'illusion de l'adhésion universelle à un modèle de démocratie, il faut sans doute l'abandonner. Ça ne marchera pas. Ou ça ne marchera pas, en tout cas, dans un premier temps. On ne peut pas partir d'une situation où on dit il y a un modèle qui rencontre l'adhésion publique. Certaines réformes vont même aliéner encore plus certains citoyens. Pour ça, je peux faire référence à une étude qui a été faite en Suisse sur l'utilisation du référendum. Les chercheurs ont comparé la situation dans les différents cantons suisses et ont montré que le référendum pouvait être une réforme qui était bien acceptée par une série de citoyens, mais qu'elle avait aussi tendance à fâcher d'autres citoyens. Et en particulier à fâcher les citoyens qui appréciaient les élus. Et que donc, dans les cantons où on a introduit le référendum et où on a surtout fait un usage fréquent de ce référendum, on a vu une série de citoyens devenir encore plus insatisfaits qu'ils ne l'étaient avant du système politique. Et c'était singulièrement le cas de ceux qui avaient encore confiance dans les élus, qui ont estimé qu'on ne les entendait pas, puisqu'on décidait que la démocratie devait passer plus souvent par la démocratie directe et moins souvent par les élus, alors que c'était leur modèle préféré. Donc c'est non seulement une réforme ne va pas rencontrer l'adhésion de tout le monde, mais elle peut même amener certains à se sentir encore plus exclus du système politique. Ça, c'est aussi un élément à retenir. Deuxième élément, c'est que si on va vers un modèle, dernier élément, c'est que si on va vers un modèle hybride, on va aussi changer notre rapport à la participation politique. Pour l'instant, dans le modèle représentatif tel qu'on le pense en Belgique, et encore plus en Belgique qu'ailleurs, on part de l'idée qu'à un moment donné, il faut que tout le monde participe au même événement. Et cet événement, ce sont les élections. Et c'est d'ailleurs ce qui préside au fait qu'on garde le vote obligatoire. C'est cette idée qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un ensemble de personnes qui puissent dire « nous avons la légitimité de l'entièreté de la population et toute la population a participé à ce processus ». Si on va vers un modèle de démocratie hybride qui permet le référendum, permet le tirage au sort, confie certaines missions à des experts, maintient les élections, on va évoluer vers un modèle de participation à la carte. C'est ce que après ces études de régression, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'ont montré deux collègues qui ont travaillé sur la loi. Ils ont
D'abord, regardez quel est votre modèle démocratique préféré. Est-ce que vous êtes plutôt un démocrate représentatif? Est-ce que vous êtes plutôt un démocrate participatif? Et est-ce que vous êtes plutôt un démocrate délégatif? Et puis ils ont regardé comment ces différents groupes participaient à la politique. Est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils votent aux élections? Est-ce qu'ils votent quand il y a des référendums? Est-ce qu'ils votent quand il y a... Est-ce qu'ils sont prêts à participer à des assemblées citoyennes? Est-ce qu'ils signent des pétitions? Donc, comment est-ce qu'ils participent? Et ils ont montré que chacun choisissait souvent son mode de participation préféré et laissait complètement tomber les autres. Les démocrates représentatifs votent plus, c'est logique, mais surtout, ils sont assez réticents à se déplacer pour voter quand il y a un référendum et à accepter de participer à une assemblée citoyenne tirée au sort. A l'inverse, les démocrates participatifs investissent très fortement en référendum, sont désireux de participer à des assemblées citoyennes, mais vont moins souvent voter. Et enfin, les démocrates délégatifs, on constate qu'eux, ils votent aux élections et au référendum, mais ils ne sont pas très prêts à participer à des assemblées délibératives. Alors, ce n'est pas forcément un problème, mais c'est juste quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. C'est qu'on va avoir, si on va vers un modèle hybride, un système où l'idée qu'à un moment donné, 90% de la population participe à un des événements, ça n'existera plus. Si vous êtes très satisfait des assemblées, si ce que vous aimez c'est la délibération, et que vous estimez que l'élection finalement, non seulement c'est insatisfaisant, mais en plus, ça n'a pas un pouvoir absolu, puisque une deuxième chambre, par exemple, composée de citoyens tirés au sort, peut bloquer les décisions et vous vous sentez plus représenté par cette deuxième chambre, vous n'aurez peut-être pas envie d'aller voter pour la première fois. Si le référendum devient un outil de participation extrêmement fréquent, vous voterez moins. La Suisse est un très bon exemple. La Suisse est un des pays où le taux de participation aux élections est le plus faible. Il tourne autour de 40%. Mais pour un citoyen suisse, c'est moins embêtant puisqu'on sait qu'il y a fréquemment des référendums qui interviennent sur les grandes décisions. Et que si une décision prise par le Parlement ne me satisfait pas, je peux m'investir dans un mouvement qui va recueillir suffisamment de signatures, faire une pétition et organiser un référendum. Et donc on va transformer notre vision de la participation politique, qui sera un modèle où tout le monde participe d'une manière ou d'une autre, mais pas un modèle basé sur la participation de tout le monde à un seul et même événement. Ça, c'est sans doute un élément important. Donc, si j'essaye de conclure, clairement, le temps est venu de débattre et de réformer la démocratie belge fondée exclusivement sur la logique représentative. C'est plus un modèle qui recueille une adhésion suffisante. C'est pas un modèle qui, en plus, recueille une adhésion suffisante chez, ça je ne l'ai pas précisé, je pourrais revenir là-dessus, chez les plus jeunes. Le soutien à la démocratie représentative est encore beaucoup plus faible chez les moins de 30 ans qu'il ne l'est chez les personnes qui ont 40, 50, 60, 70 ans. Pour autant, il faut sans doute penser plutôt les réformes en termes d'hybridation. Ce qui semble pouvoir réunir un consensus, c'est un modèle qui permettrait de garder les élus et de leur adjoindre des organismes composés de citoyens et des organismes composés d'experts. Mais il faut garder à l'esprit qu'on ne va pas... L'idée que tout le monde sera content à un moment donné, ça ne marchera pas. Certains groupes pourraient même se sentir encore plus aliénés, donc il faudra tenir compte de ça. Et enfin, il faut faire le deuil de notre modèle de participation universelle à un moment donné, et plutôt penser la démocratie comme quelque chose dans lequel vous vous investissez d'une manière ou d'une autre, et que l'important c'est que les citoyens s'impliquent d'une manière ou d'une autre dans le système, pas que tous fassent la même chose. Voilà où on en est pour l'instant, et voilà les points que je voulais mettre en débat avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aura suscité la réflexion et qu'on pourra en discuter maintenant dans la séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On vous écoute. Vous avez la parole. Merci M. Guillet pour cet exposé. C'est une excellente synthèse de la conscience démocratique citoyenne. Ma question, la conscience est une chose et la concrétisation en est une autre. Dès lors, pourquoi
du côté donc du politique et du monde citoyen, rien ne change pour le moment. C'est votre avis? Alors, c'est une question compliquée, mais ce que je peux essayer de voir, c'est dans quelles circonstances ça a pu changer. Dans quelles circonstances ça a pu changer. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est de se dire qu'il y a des réformes institutionnelles qui ont pu être mises en œuvre dans différents pays, allant vers pourquoi est-ce que l'Irlande, à un moment donné, a décidé de confier des éléments importants aux citoyens tirés au sort. Pourquoi est-ce qu'un pays a adopté le référendum? Il y a, je pense, 3 éléments qui permettent de saisir ça. Un, une prise de conscience de l'ampleur de la crise de la part des élus. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire vraiment, il y a le sentiment qu'on ne peut pas continuer comme ça, où le système va imploser. Et ça, je dirais qu'en Belgique, dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui semble gagner un nombre croissant d'élus. Et c'est ce qui explique la volonté de mettre en œuvre des commissions délibératives et ce genre de choses. C'est sans doute pas suffisant, c'est sans doute plutôt un gadget qu'on vient greffer sur le système qu'une véritable réforme du système, mais voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience. Deuxième élément, c'est que cette prise de conscience se traduit par un mouvement électoral. Et donc on a constaté que c'était des pays où les acteurs observaient la montée en puissance de partis, de nouveaux partis ou de partis existants qui mettaient ces enjeux au cœur de leur programme. Donc c'est ce qui a été le déclencheur. Non seulement le système risque d'imploser, mais en plus j'y perds des voix. Donc il faut que je puisse les récupérer en mettant en œuvre les réformes. Ça c'est un deuxième élément, c'est d'avoir ça. Et le troisième élément, c'est d'être à un moment où la délibération, confier le pouvoir soit à des experts, soit à des citoyens, permet de sortir d'un blocage politique. Et donc c'est d'être dans une situation où les partis eux-mêmes se rendent compte qu'en fait c'est bloqué. Et on peut s'en sortir par le haut en essayant d'externaliser vers des citoyens ou vers des experts. Et l'Irlande est un cas assez flagrant. Le fait qu'il commence par la question, par les questions constitutionnelles et notamment liées au mariage de même sexe, à l'avortement, était le constat que depuis 25 ans, les gouvernements essayaient tous de changer les règles là-dessus, ils n'arrivaient jamais à se mettre d'accord. Et qu'à un moment, on était face à un blocage important. On l'a vu ailleurs, sur d'autres outils, où véritablement on a donné un pouvoir décisionnel. On ne parle pas de convention, on dit on vous écoute, on reçoit un rapport et on verra bien ce qu'on en fait. Mais vraiment, là, on nous donne un pouvoir décisionnel. Alors, quand on met ces éléments ensemble, certains sont présents en Belgique, d'autres pas. Je pense que la prise de conscience, elle augmente chez un nombre croissant d'élus. Je pense que le sentiment de blocage semble quand même assez présent actuellement. Donc là, par contre, le fait que ça représente une menace électorale ne semble pas pour l'instant encore complètement intégré par les partis. Pourquoi? J'ai participé à certains travaux avec des collègues sur les élections de 2009. Ce qu'on a vu, c'est que les citoyens qui se préoccupent de ces réformes de la démocratie ont essentiellement voté pour le PTB, Écolo, et en flanc le Vlaams. Mais à aucun moment, en particulier dans le cas du Vlaams et du PTB, qui ont attiré l'essentiel de l'intérêt des autres partis, les partis traditionnels ont vu bien, ils montrent, on perd des voix, qu'est-ce qu'on peut faire pour le récupérer? Il n'y a pas eu d'interprétation qu'ils avaient perdu des voix à cause de cet enjeu-là, notamment parce que ces partis n'en ont pas fait un élément central dans leur action politique. Le Vlaams, certes, a un programme sur le référendum, mais c'est quand même pas ça le cœur de son action parlementaire ou de son action dans la rue. Le PTB a aussi une série de propositions en matière de participation citoyenne, mais c'est quand même pas là-dessus qu'il se situe l'essentiel de leur action politique. Et donc, mon impression, c'est que les partis n'ont pas perçu qu'il y avait une des composantes de la montée de ces partis, et dans une moindre mesure de la montée de Groen et d'Écolo, même si elle était plus modeste que les deux autres partis que je viens de citer, ces montées électorales qui constituent une menace n'ont pas été interprétées comme nourries par des demandes de réforme, nourries par un ressentiment politique, oui, mais pas par des demandes de réforme. Et donc je pense que pour l'instant, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et donc peut-être, ça vous en délibérez peut-être qu'effectivement, ça passe par des collectifs citoyens qui sont plus susceptibles de véritablement montrer qu'il y a cette demande-là. La question, c'est comment
faire en sorte que ça se traduise soit électoralement, soit en termes de mobilisation de masse. Tout ne passe pas par la mobilisation électorale. Mais c'est cette idée, c'est non seulement il y a un mécontentement, mais ce mécontentement se traduit par une action politique coordonnée. Ça, je pense que quand on regarde les pays qui ont bougé, c'est ces trois ingrédients. Une crise, un blocage, un substrat de défiance assez important, et un moment où ça se cristallise dans des mouvements qui... Et comment faire que ces mouvements se cristallisent, ça c'est toujours très compliqué. C'est une équation en de multiples termes, et la sauce ne prend pas toujours forcément. Voilà. Une autre question? Bon, merci beaucoup pour votre exposé, c'est très intéressant. J'ai une question, moi, par rapport au... Je ne sais pas très bien comment la nommer, mais par rapport au contexte. Je prends l'exemple du mouvement Agora, qui a commencé à développer une dynamique particulière en ayant développé un dispositif pour amener les citoyens bruxellois à être tirés au sort, à mettre en œuvre quelque chose de particulier pour que ce tirage au sort puisse avoir lieu, et puis voilà, d'essayer de faire en sorte que ces citoyens soient également rémunérés, ou en tout cas que leurs frais soient mis en œuvre. Et donc il y a toute une question, la question du contexte, c'est ça, comment est-ce que, les différents portraits que vous avez donnés des démocrates participatifs ou représentatifs, etc., dans quelle mesure est-ce que ces profils dépendent ou ne dépendent pas de la possibilité que le dispositif politique offre aux citoyens d'y participer? C'est-à-dire qu'on ne verrait pas un changement important de participation si on décidait que les citoyens d'office doivent consacrer, je ne sais pas, un jour par semaine à une question politique dans leur commune, etc., pour qu'il y ait des possibilités qui soient données. Et ça, je ne sais pas, dans les modèles que vous avez pu voir en Irlande ou ailleurs, comment cette question de contexte, de possibilité donnée aux citoyens d'intervenir peut changer éventuellement les profils et du coup l'action citoyenne de générale. Oui, mais c'est une question effectivement fondamentale qui est, bon, une chose est de mettre en œuvre, de créer ces dispositifs, autre chose est de les amener à réussir en attirant pas simplement ceux que j'ai présentés, les participatifs qui eux ont vraiment envie, mais d'essayer d'attirer plus largement. C'est compliqué parce que le taux moyen d'acceptation de participer à une assemblée citoyenne tirée au sort, c'est 3%. 3% des personnes contactées acceptent de participer. Là, mais on peut, dans certains cas, monter autour de 25 à 30%. Qu'est-ce qui permet cela? Un, qui est une conséquence en termes de politique publique claire et relativement immédiate par rapport à ce qui va se passer, par rapport à la délibération. C'est-à-dire le citoyen va dire, ok, si on y va et qu'on recommande ceci, telle décision va être prise. Si par contre, on ne sait pas très bien de quoi on va parler, on ne sait pas très bien ce qui va advenir de nos délibérations, est-ce que ça va être rangé verticalement dans un bureau ou stocké dans le fin fond d'un disque dur et personne ne regarde vraiment. Ça devient une question, on a conscience de ça, comme ça on voit, on a motivation à participer à ça. Deuxième élément, il y a l'intégration dans le système politique. Au plus proche c'est du système politique, au plus il y a de participation. On pourrait croire que c'est le contraire parce que les citoyens sont méfiants, mais en fait, les citoyens répondent plus favorablement quand c'est intégré dans le système politique, sans doute parce qu'ils ont l'impression que ça se traduira plus vite dans une prise de décision, mais aussi parce que pour toute une série de citoyens, c'est une forme de légitimation, on l'a vu, on a encore à 60% de citoyens qui considèrent que le cœur de la démocratie doit rester dans les institutions représentatives, auxquelles on peut adjoindre d'autres acteurs, mais c'est quand même là le cœur. Quand ça s'organise, c'est le gouvernement irlandais qui organise ça, qui envoie une lettre officielle, le Premier ministre qui va à la télévision pour l'annoncer, donc ça, qui dit, voilà, et on le mettra à référendum. Donc on voit qu'il y a, en plus, maintenant en Irlande c'est la troisième vague, on a vu que les deux premières vagues ont donné lieu à des référendums qui ont été votés. Donc ça augmente l'envie de s'investir. Et alors, dernièrement, c'est celui que vous pointez. Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas d'expérience. Il y a des expériences sur le dédommagement. Donc on sait qu'effectivement, les institutions publiques peuvent plus facilement se permettre d'investir financièrement dans le fait de dédommager les personnes pour qu'elles puissent fermer leurs magasins si c'est nécessaire, faire garder leurs enfants, voilà, trouver des solutions de ce type-là.
Mais encore plus, et ça c'est les communes françaises, les communes et les régions françaises qui ont mis ça en place, c'est une politique de temps en permettant une forme de congé politique. C'est-à-dire que, de la même manière que quand vous êtes élu, vous pouvez bénéficier dans une série de secteurs, pas tous les secteurs, évidemment, ça ne s'applique pas aussi facilement aux indépendants et aux commerçants, enfin, dans une série de secteurs, vous pouvez avoir un congé politique, et de permettre ce congé politique de la même manière que vous avez aussi un congé si vous êtes amené à participer à un jury d'assises. Hein. Donc, vous êtes pas... Et donc, ça en mettant en œuvre ce type de politique, que pour l'instant, on n'a pas encore véritablement vu au niveau national. Au niveau national, souvent, ça se passe le week-end. Donc, vous avez une rétribution pour pouvoir, en fait, participer et combler ce que vous deviez faire dans le week-end, mais ce qui marche très bien, c'est les municipalités françaises qui ont dit voilà, ce sera toujours le mercredi, ça dure une journée, mais vous avez droit à un congé politique ou un congé payé. Donc l'État va dédommager votre employeur pour que vous puissiez y participer sans que ça n'affecte votre salaire. Et ça semble bien fonctionner. Mais on est dans autre chose, d'autant plus que pour y avoir assisté personnellement, moi, je suis souvent surpris des cris d'horreur poussés par certains élus, mais aussi d'autres acteurs non élus, sur le fait que ça coûte extrêmement cher, ces assemblées citoyennes. Oui, bon, le principe, ça coûte extrêmement cher, c'est un choix politique, ça aussi. Mais c'est vrai que tout ça suppose de mettre en œuvre des choses qui sont institutionnellement, structurellement et financièrement lourdes. Mais voilà, c'est ça. Pourquoi ça marche, c'est ça. Bonjour. Si j'ai bien compris ce qui a été expliqué concernant les médias, il y a une crise de confiance du citoyen vis-à-vis des médias. Est-ce que, dans votre analyse, il y a quelque chose qui l'explique d'une part? Et deuxième question, vous avez parlé de système politique où le citoyen pourrait s'impliquer sous forme quelconque. Est-ce que vous pensez qu'un outil du type outil référendaire qui n'oblige pas un citoyen à s'impliquer quasi tous les jours pendant une période de sa vie au système politique serait une bonne chose en Belgique? Merci. Très bien. Alors, deux questions. La première sur les médias, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai moins travaillé directement, mais j'ai lu pas mal de choses de collègues qui travaillent sur le sujet. Donc, ce qu'eux semblent dire, c'est qu'il y a une crise de confiance, mais qui n'est pas forcément, enfin, c'est-à-dire une baisse de la confiance, mais il n'y a pas forcément une augmentation de la méfiance. En fait, la subtilité vient du fait que, pour une bonne part de citoyens, c'est juste qu'il y a un désintérêt par rapport aux médias. L'idée, c'est qu'il y a d'autres sources d'information qui émergent, et que donc l'idée que la presse traditionnelle serait un référent n'est plus aussi présente. Et donc, je pense que ce qui semble expliquer cela, ce que dit, c'est la multiplication des plateformes et des manières, c'est non seulement des plateformes, c'est la façon qu'on voit émerger la presse en ligne et ce genre de choses, les chaînes YouTube, des mini-formats vidéo, donc c'est non seulement ça, il y a une multiplication des plateformes, mais aussi la façon dont l'information arrive jusqu'à vous change. Elle ne vient plus de l'émetteur de l'information vers vous, mais elle va circuler via les réseaux sociaux. Donc elle va arriver parce que c'est sur le fil Facebook, ou c'est sur le fil, ou c'est sur l'Instagram de telle personne, et c'est comme ça que ça va arriver chez vous. Donc c'est une transformation du rapport à l'information qui n'est plus du haut vers le bas, mais qui se fait de façon plus éclatée d'une part et plus horizontale. Et donc quand on voit que la confiance dans les médias diminue, c'est pas forcément une méfiance active du je n'y crois pas. Il y en a, je n'y crois plus du tout, mais c'est, oui, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut encore exactement dire? Moi je vois l'information qui circule et qui me tourne autour. C'est ce que je vois avec mes étudiants. Ils sont souvent très bien informés, par contre ils savent souvent très mal d'où ça vient. S'ils arrivent à l'université, c'est assez flagrant. Ils ont souvent beaucoup d'infos sur des situations qu'on peut aborder au cours, et quand je leur dis tiens, vous avez lu ça où? Vous avez vu ça où? Ça, ils savent plus très bien. C'est passé sur, je l'ai vu via Instagram, je l'ai vu via Facebook. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a un groupe de citoyens qui est très méfiant à l'égard des médias, qui n'a plus du tout confiance dans les médias, mais ce que semblent dire les études que j'ai pu voir, c'est pas tellement que ce groupe est plus important, c'est juste qu'il est plus visible. Donc, c'est ce qu'on voit aussi dans les études sur les théories du complot, c'est pas que les théories du complot sont plus présentes, enfin, c'est pas qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui peuvent adhérer à des théories du complot, c'est simplement qu'on les voit plus. Ils s'expriment plus, ils sont plus visibles. Donc ça, sur le deuxième élément sur le référendum,
Oui, moi je pense que le référendum, ça doit être un élément de l'architecture institutionnelle belge, mais ça doit l'être sur un modèle de ce qu'on va appeler le référendum banalisé. C'est-à-dire un moment où il y a suffisamment de référendums, suffisamment fréquemment, avec des questions suffisamment précises, pour que les citoyens qui répondent à la question répondent véritablement à la question. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est d'organiser un référendum tous les 10 ans sur une question hyper large et hyper compliquée. Si c'est pour faire... C'est pour ça pour moi que des référendums comme sur l'Union européenne fonctionnent mal. Parce que ça se produit dans des pays où on le fait trop rarement. Et donc, les gens mettent trop d'éléments là-dedans. Quand on pose, si on prend le modèle de la Suisse, l'inconvénient c'est que les gens ont une participation à la carte, mais l'avantage c'est que quand on vous pose 20 questions par an, vous ne mettez pas systématiquement votre rejet du gouvernement dans chacune des 20 questions.